On va commencer, merci d'être venus. Donc on va être ensemble pour 1h30 sur une table ronde sur l'agriculture et l'alimentation qui s'intitule « Vers une agriculture et une alimentation juste et viable, des territoires aux assiettes, des paysans aux consommateurs et vice-versa ». Donc on a avec nous des intervenants qui viennent de loin, ils vont se présenter tout à l'heure, et puis aussi des acteurs locaux qui sont à la fois intervenants, mais aussi dans la salle. On sait qu'il y en a qui nous ont rejoints dans la salle, donc on les remercie d'être là également. Donc l'agriculture et l'alimentation, pourquoi ces thèmes-là au sein du Forum Bien Vivre ? En fait, ça constitue des enjeux forts pour pouvoir activer le changement de boussole et traduire en action le bien vivre entre le plancher social et le plafond environnemental. Et puis l'alimentation et l'agriculture, on est tous concernés de différentes manières, mais en tout cas tous, ne serait-ce que en mettant ce qu'on met dans notre assiette. Voilà. Cette table ronde, elle va être animée par Lilian Vargas, qui est là, qui est le chef du service agriculture, forêt, biodiversité et montagne à Grenoble-Alpes Métropole, donc il connaît bien ces sujets. Et puis, alors juste avant de commencer, avant que je lui laisse la parole, un petit point sur la traduction. Donc, vous avez tous pris ça va être en français, en anglais et en espagnol. Donc, il faut que vous ayez les petits casques qui sont à l'entrée. Et vous devez appuyer sur le 1 pour l'anglais, le 2 pour l'espagnol et le 3 pour le français. Voilà. Lilian, je te laisse la parole. Bonjour à tous. On ne va pas prendre beaucoup de temps de parole des animateurs, parce que ce qui est intéressant, c'est d'écouter les gens qu'on a fait venir pour échanger avec vous, en essayant de garder le plus de temps possible justement d'échange avec la salle. Le principe étant qu'on a structuré cette table ronde en 3 temps. Un premier temps qui se déroulera autour de la question du foncier et de la protection du foncier et de l'accès à la terre pour les paysans. Ensuite, le deuxième temps sera consacré à la place des paysans dans les territoires, en harmonie avec la nature, et on évoquera à cette occasion les questions de pratiques agroécologiques et de coopération aussi entre paysans. Et puis la troisième partie, c'est une partie qui est plus le lien aussi avec entre producteurs et consommateurs, et la question de la production locale pour une consommation locale et une maîtrise citoyenne des circuits de distribution alimentaire. Donc voilà les 3 axes sur lesquels on va discuter ce matin. Avec un certain nombre d'intervenants. Donc je ne vais pas prendre le temps de les présenter maintenant, ils se présenteront au fur et à mesure que je leur demanderai d'intervenir. Ça nous fait gagner un petit peu de temps. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par le premier thème, qui est celui de la protection du foncier et de l'accès à la terre. Vous avez vu que dans les 3 thèmes, on balaye les grands champs en fait des systèmes alimentaires durables ou responsables. Donc la première chose, c'est cet accès à la terre. Sans accès à la terre, il n'y a pas d'agriculture, et sans agriculture, il n'y a pas d'alimentation. Donc c'est la base, c'est les fondamentaux. Donc on voit aujourd'hui que par rapport à ces questions d'accès à la terre, on a des conflits d'usage qui sont en place, avec une pression de plus en plus forte de l'urbanisation, avec de plus en plus de gens qui vivent en ville et qui donc ont du mal à s'approvisionner. Donc des circuits d'approvisionnement alimentaire qui s'allongent. Et puis dans les compétitions aussi, on le connaît chez nous, mais c'est peut-être encore plus perceptible dans d'autres régions du globe, la question de la compétition avec l'exploitation des ressources naturelles. Je pense aux mines, aux carrières, à la forêt. Donc c'est aussi un aspect des choses que l'on doit prendre en compte. Et puis le dernier point, c'est aussi la compétition malheureusement entre les agricultures.
entre des agricultures de filière longue et d'agro-industrie, et l'autonomie et l'accessibilité à l'alimentation pour les populations locales. Donc voilà, c'est des champs qu'on va balayer dans ce premier temps. Et donc pour commencer, je vais donner la parole à la méthode Gunditza, qui nous vient d'Afrique du Sud et qui est directeur de la fondation Earth Law, et qui va nous parler justement de ce qu'ils font pour accompagner les communautés paysannes, notamment les femmes, pour atteindre une souveraineté alimentaire grâce à l'action de leur fondation. Méthode, je te laisse la parole, je te laisse te présenter et puis présenter un peu ce que vous faites en Afrique du Sud et au Zimbabwe, puisque Méthode est originaire du Zimbabwe. Good morning, and thanks, Lillian. My name is Method Gunditza. I come from Zimbabwe, but I work with an organization called Earth Law Foundation, which is based in Johannesburg, South Africa. And the work of the Earth Law Foundation is in 2 countries, Zimbabwe and South Africa. And in South Africa, we are working on the eastern border with Mozambique and also the northern border with Zimbabwe. Then in Zimbabwe, we are working in the southeast part of the country, in Masvingo province, Bikita district. So I will be sharing with you the work that we are doing, and I will be straddling the 2 countries throughout my discussion. So, the story of land in Zimbabwe and South Africa is more or less common, and this starts obviously with the issue of dispossession in colonialism and gaining independence, and then processes and steps towards redistributing the land. So my country, Zimbabwe, was involved in a land redistribution process which happened in year 2000. And this was a process in which most of the locals, black Zimbabweans, had an opportunity to get access to bigger pieces of land where some big farms were repossessed by the government and distributed. That is a process that has been fraught with difficulties in the sense of the fact that it was difficult for the government of Zimbabwe to finance production on new farms that the farmers had been resettled on. And over the years, however, the farmers are self-financing and becoming stable on the land, and production is really improving in that sense. Then in the South African context, we have a situation where the government has, since 1994, has been administering a process of land claims. Those that had their land, ancestral lands, they were dispossessed of their land. There was a process through which they could have claims to the land, and this has been ongoing since 1994. Some families have actually had their claims processed successfully, and this is ongoing. However, the government has also embarked on a large-scale process to repossess some of the vast tracts of land that are owned by white farmers, and so that they can redistribute to the majority of the black South Africans.
This is a process that is ongoing, and it needs a lot of legal provisions to be put in place. And in some situations, actually, constitutional changes need to be made to provide for that redistribution. So, fortunately for us, at the moment, the communities that we are working with in Zimbabwe and in South Africa are communities that are living on ancestral lands. Most of them are living on ancestral lands, the land that has been inhabited by their ancestors from the beginning. So it's the problem of land with respect to most of the farmers we work with is not a big one. There is good access to land for them. And these are largely rural communities. So there are some communities, especially in South Africa, that are threatened by mining, big mining corporates coming to displace them so that they put in mining activities. And we have worked with communities in the KwaZulu-Natal, south of South Africa, with communities that have been threatened by mining, communities like Fulani, and them on the south coast. And we have worked with them on a program that we call No to Mining and Yes to Life. So we are supporting the communities to resist dispossession of their land by mining corporates, but also then we support them to actually be more productive on the land and also to really re-establish that ancestral connection to the land and to strengthen it. And this is a process that has helped some communities like those of the Amapondo on the Durban coast as well. So I think this is more around land and distribution and redistribution and all that. However, I would like to speak a little bit more about how we are working with women farmers to protect the land and also around agroecology. When I was looking at this topic towards fair and sustainable agriculture and food, the immediate thing that comes to mind is to think about fairness in terms of food for us human beings. But in Ethlo, we try and engage a little bit further that this process of being fair is not only limited to human beings. So we are looking at agriculture and fairness in the context of the whole living community, of other plants that we do not grow, of insects, of the rivers, of the bees, all those with whom we work in order for us to have agriculture. So fairness for us is really a wider concept. So you think about... Yeah. Je vous remercie. On abordera cette question aussi de l'agroécologie et de la production en harmonie avec la nature dans le deuxième temps. Donc vous aurez la possibilité, méthode, de réagir aussi à ce moment-là. Ce qui est intéressant dans la démarche qu'ils ont, c'est, pour avoir lu leur production, c'est aussi le fait que quand ils plantent, quand ils sèment, ils préservent une part de leur espace, pour la nature. C'est-à-dire que quand ils cultivent, il y a une part qui est réservée à la nature. Chose que dans notre gestion des rendements, on ne fait pas vraiment dans notre territoire à nous. Justement, notre territoire à nous, on y vient. Je vais laisser la parole à Cyril Pléné.
pour qu'elle nous explique, donc sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole, hein, ce qu'on peut faire aussi par rapport à ces questions d'accès à la terre pour les agriculteurs, parce que c'est une problématique qui est universelle, et donc il faut s'y attaquer et s'y attacher à chaque niveau. Je te laisse te présenter, Cyril. Merci beaucoup, Lilian. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cyril Pléné, je suis vice-présidente agriculture, filière bois et montagne à Grenoble-Alpes Métropole, et également maire d'une commune qui est située pas très loin d'ici, qui s'appelle Séchilienne. La métropole travaille de différentes façons à la préservation des terres, puisque nous avons aussi besoin de protéger nos terres agricoles sur notre territoire. Donc pour cela, nous avons des documents cadres qui sont des délibérations, qui définissent des stratégies politiques, mais aussi des documents réglementaires, comme le plan local d'urbanisme, qui concerne les 49 communes de la métropole et qui permettent d'apporter des protections à la parcelle sur des terres agricoles. On a pour ambition d'afficher une métropole nature qui préserve l'alimentation, mais qui préserve aussi les espaces forestiers et les espaces naturels. Donc tout cela est inscrit dans des documents réglementaires au niveau de la métropole. Et ensuite, on travaille avec différents outils réglementaires qui sont parfois de la compétence de certains autres partenaires. Donc on a par exemple un dispositif qui permet à des échelles très rétrécies de définir des périmètres de protection très forts sur du très long terme, c'est-à-dire pour tout le temps, à vrai dire, puisque pour lever la caractéristique de terre agricole, il va falloir des autorisations de 2 ministères à la fois pour revenir sur ces périmètres de protection. Donc nous déployons nous-mêmes en interne au niveau de la métropole, mais aussi avec des partenaires externes, des outils pour préserver les terres agricoles. Ces terres, elles sont soumises à une forte pression foncière chez nous, pression liée à l'urbanisation. On a besoin de logements, mais aussi on a besoin d'activités économiques. On a besoin également d'espaces de respiration, mais aussi d'équipements publics, de voirie. Et notre territoire est à la fois un territoire de plaine, mais aussi de coteaux et de montagnes, donc un territoire contraint géographiquement. Donc on agit en prenant en compte toutes ces dimensions. Pour favoriser les agriculteurs, nous sommes allés jusqu'à développer une aide financière à l'installation de chacun des agriculteurs, puisque en France, mais aussi sur notre métropole, nous avons le besoin d'aider au renouvellement des exploitations par rapport à un nombre important d'agriculteurs qui arrivent à l'âge de la retraite et qui doivent céder leur place. Et la problématique de la transmission des exploitations est importante sur notre territoire. Donc, nos actions vont en faveur de la transmission des exploitations, donc avec une aide à l'installation de chaque nouveau agriculteur. Et ces aides, elles nous permettent à la fois de bonifier les installations environnementales, donc les productions bio, notamment, mais aussi les productions maraîchères qui sont plutôt des filières déficitaires sur notre territoire. Donc ça nous permet d'améliorer le besoin et notre résilience et notre autonomie alimentaire sur le territoire en fléchant ces aides sur le foncier. Voilà, je peux... Juste un petit mot sur quand les dispositifs préventifs ne fonctionnent plus, qu'on est au bout du bout, qu'est-ce qu'on fait en termes d'intervention foncière aussi ? Oui, parfois les terres agricoles sur notre territoire sont en danger. Elles peuvent être en danger
au moment justement du départ à la retraite d'un agriculteur, ou alors parce qu'il y a une vente qui se fait d'une terre agricole et qu'elle peut partir sur d'autres usages que l'usage agricole. Et à ce moment-là, une terre en danger, nous avons mis en place les outils avec nos partenaires, bien entendu, comme la SAFER, etc. Mais je ne vais pas aller dans les acronymes. Mais on a mis en place des outils pour nous permettre de préempter ces terres, d'intervenir, de les acquérir pour y installer des agriculteurs en les fléchant sur les filières déficitaires, ou alors pour conforter des activités agricoles en place, mais qui ne sont pas de taille suffisante pour parvenir à vivre des espaces agricoles dont ils disposent déjà. Donc, sur la métropole, nous avons acquis 55 hectares dernièrement de terres agricoles dans la plaine de l'Isère, donc des terres de très belle qualité, qui a présenté un fort risque de perte en matière agricole. Et du coup, nous avons déjà installé des agriculteurs avec des baux environnementaux sur place. Et ce projet va encore se poursuivre puisque c'est quelque chose de tout à fait récent. Et nous avons à peu près comme ça 80 hectares en tout qui sont loués à des agriculteurs qui produisent sur place. Donc ça nous permet aussi de les orienter sur des productions environnementales qui nous paraissent cohérentes, puisqu'il y a un besoin de protéger la terre en termes de foncier, mais aussi la terre en termes de qualité du sol pour l'avenir. Donc nous intervenons, nous avons une intervention foncière très forte en cas de danger de terre et des outils qui nous permettent d'agir. La métropole n'a pas vocation à devenir elle-même agricultrice, mais elle a vocation à protéger les terres agricoles, à favoriser l'implantation d'agriculteurs, à favoriser et à augmenter la production sur notre territoire, puisqu'on sait que beaucoup d'aliments qui sont consommés sur la métropole proviennent d'ailleurs, et nous avons besoin d'augmenter notre production pour améliorer le bien manger sur notre territoire. Merci. On peut ouvrir un petit temps d'échange avec nos intervenants. Là-dessus, les autres intervenants de la table ronde, si vous avez aussi envie de prendre la parole, n'hésitez pas. Elle est ouverte à tous. Donc je vais prendre une salle de 2-3 questions. Hop, on va. Là, il y a déjà une première demande. Valerio aussi. Good morning. I'm Fathia bin Slimane with the Tunisian Observatory of Economy, Tunisia. So my question is for methods. So Tunisia was colonized by the French from 1881 to 1956. So and we have a little what's called the Tunisian campaign, where the Axis and the Allies were fighting in Tunisia from 1946 to 1942 to 1943. So after the independence in 1956, the major part of agricultural land were owned by the French, the German, and the Italian, unfortunately. And we battled so much hard to own back our land. The problem is, lately, in 2018, the Prime Minister was promulgating the new investment law, and they say that they wanted to give a foreigner the right to own the land. So government was working on make the owning of the land accessible for the foreigner investors. That was so, how do you say that? There was an opposition of that. So they didn't go with it, but last month the new Prime Minister was talking about the location of the land for more than 20 years. So my question is for Method, what do you think about giving access to foreigner investor on the agricultural land?
will it be another form of what we called a new colonization? Or is it because, as the government said, that the locals don't have the how do you say that? The needed financing in order to produce and work on the land. So, what do you think about that? Merci. Cette question de la nouvelle colonisation capitalistique est vraiment... enfin, on la voit dans pas mal de territoires. Valerio, tu voulais poser une question? Sí. Muchas gracias. Muy breve, quería añadir al comentario de Method. En América Latina tenemos problemas también serios de acceso a la tierra para las familias campesinas. Debo manifestarles de que en promedio alrededor del 80% de las unidades productivas corresponde a familias campesinas que tienen menos de 5 hectáreas de tierras y de manera dispersa y entre áreas agrícolas, áreas de protección, áreas que no son buenas para desarrollar actividades. Pero lo que yo quería destacar es el conflicto sobre el acceso a la tierra que enfrentan más recientemente en los últimos 20, 30 años las poblaciones campesinas e indígenas por la presión de las empresas mineras. Pero no solo las empresas mineras presionan por la tierra para extraer el mineral, sino también presionan por el agua. Hay una fuerte competencia por el uso del agua. Entonces yo creo que el acceso a la tierra no debería ser solamente como tal, sino el acceso a la tierra, a la gestión del territorio con sus recursos naturales, y el caso del agua es fundamental para la vida. Gracias. Gracias. Method, you want to answer? Do you want to answer to Miss? Thank you for raising your comment about your experience in Tunisia. Yes, the challenge you have is a challenge that is common to Africa, and I'm glad my colleague here from Peru is also sharing similar experience. Perhaps to respond to your question, I will just share examples of what our experience is in Zimbabwe and also in South Africa. So as I shared that Zimbabwe embarked on a land redistribution program in year 2000, and over the years, because of lack of financing for the local farmers, we have started to see a comeback again of corporates coming back to take the land again. And in this case, we are talking about mainly Chinese coming back to the land, and that is a problem for us. And it is the question that you raise. Then in South Africa, we have the experience of some families, as I indicated, that had had the opportunity to take back, claim their ancestral lands. And again, because of lack of financing, some families were prepared to leave that land in the hands of the white farmers and let the white farmers pay rent to them rather than them utilizing the land. And again, this is linked to the issue of financing. As I indicated, that part of our work in South Africa is especially working to protect farmers and small farmers from mining companies. This is a big problem, and in these struggles, people get killed. The activism
to protect land is claiming lots of lives in South Africa, and it's a reality that we are facing. And I think this is the conundrum that we find ourselves in. Having the land, not having sufficient financing to work the land, and then the government deciding to really give back the land again in the interest of, is it boosting the economy? I don't know, but these are real big problems that we are also facing. And my colleague here is also talking about, Valerio is talking about the access to land is similar to the access to water as well. In the north coast of South Africa, where we worked around Fulani and those communities, it's a very, very, very dry area. And when the mines come to mine coal for fossil fuel, they make the land even drier, and then the issue of water becomes even more critical again. And these are some of the issues that we are having to deal with on a daily basis. I don't know if this is an answer, but it's just to share our experiences as well. Yeah. Thank you. Thank you. Vous aurez aussi l'occasion, au long du forum, Valerio et Méthode restent là aussi, hein. Donc vous aurez l'occasion dans les ateliers ou à d'autres moments d'échanger plus avant avec eux. Je vais maintenant passer à la deuxième séquence de notre rencontre. Donc on a déjà amorcé le sujet, hein, sur la question de la place des paysans dans le territoire et l'harmonie de l'agriculture et de la protection des ressources naturelles et de l'usage des ressources naturelles. Donc on voit bien que cette production alimentaire doit aussi se faire dans le respect de la terre, de la nature et derrière de l'humain en fait, hein. Parce que sans le respect de la nature et des ressources naturelles, je pense qu'il n'y a pas non plus de respect de l'humanité. Il y a une dimension peut-être qu'on va introduire là qui est importante, qui est celle aussi de la coopération en fait, entre paysans d'abord, et puis entre paysans et habitants des territoires et consommateurs, hein, que nous sommes tous. Et puis la question aussi de l'autonomie, on voit cette importance-là, de l'autonomie des exploitations et aussi de leur indépendance par rapport à des modèles agro-industriels qui leur retirent la possibilité de faire des choix, de vivre décemment, de s'épanouir sur leur territoire. Donc je vais laisser la parole à Valerio Pocamaita, et qui va nous présenter, qui est coordinateur d'un programme qui s'appelle Transition vers une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire pour la région andine, donc qui nous présente un peu l'expérience qu'ils ont déployée dans les Andes. Gracias, Lilian, y muy buenos días a todos. Presentarme, soy Valerio Pocamaita, vengo de Perú por el programa Transición hacia la agroecología campesina y soberanía alimentaria, y desde el Centro Bartolomé de las Casas, que también está ubicado en la ciudad del Cusco. Este programa se desarrolla en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en Colombia, con la colaboración de la Agencia Francesa de Desarrollo y del CCFD. Fundamentalmente enfocado a la agroecología y la soberanía alimentaria. Este es un programa dedicado, digamos, al enfoque de las transiciones en las que nosotros concebimos que la agroecología y la soberanía alimentaria debieran ser… perdón. Oh, perdón. El método no comprende lo que dices. Ok. Yeah. Es en inglés. Entonces repito, ¿no? Solo es en inglés que no funciona.
translate here. If you only understand English, you should come. French is 3. La magie du direct. Excusez-moi. Non, c'est un problème de... Ok, puedes seguir. Perdón, Perdona. Beto, no sé hasta dónde me han podido seguir, pero mencionaba de que este es un programa muy enfocado en la cuestión de la agroecología y la soberanía alimentaria, y desde diversas estrategias para problemas más o menos comunes. Ya hemos escuchado ayer y acabamos de comentar brevemente también. Entonces, por lo tanto, voy a ir directamente a mencionarles cómo se está trabajando en cada uno de los países. En Bolivia, la estrategia es plantear la gobernanza territorial desde las autonomías indígenas. Hace ya más de 50 años, pueblos indígenas bolivianos han tenido una larga lucha por su autonomía y finalmente en años recientes en la Constitución boliviana se ha incluido los gobiernos autonómicos y nosotros trabajamos en la autonomía Charagua y Ambae, que tienen una propuesta de trabajar en equilibrio con el territorio frente a las presiones que existen desde las grandes agroexportadoras que se dedican a la producción del maíz, la soja, en grandes extensiones. Entonces, el gobierno autonómico busca desarrollar estrategias que frenen este avance permanente y constante y de despojo del territorio. Y complementario en esta estrategia van temas de diversificación productiva, es decir, recuperar la agrobiodiversidad en el territorio. Y por otro lado, trabajar el tema de la seguridad hídrica a través de sistemas agroforestales, fundamentalmente. En el caso peruano, ya les adelanté, hay un fuerte proceso de extractivismo y el programa trabaja sobre 3.500 metros sobre el nivel del mar con poblaciones campesinas e indígenas que han sido o que están siendo seriamente afectados en la conducción de sus propias parcelas, la alteración de sus sistemas productivos y el acceso al agua. Se está trabajando con estrategias de regeneración de la capacidad productiva del suelo, acudiendo a técnicas y métodos tradicionales, ¿no? Como por ejemplo la mínima labranza, abonamiento orgánico con compost. Asimismo, la recuperación de áreas de producción natural del agua a través de mecanismos de reforestación, recuperación de fuentes hídricas, cuidado de fuentes hídricas. En el caso de Ecuador hay un problema fuerte, el tema del monocultivo impuesto por la producción de la quinoa. Se trabaja con organizaciones de familias campesinas que hace 10 o 15 años han ido transitando cada vez más fuerte a la producción de la quinoa y por lo tanto han reducido su cartera de cultivos. Y eso ha implicado la degradación del suelo y hoy en día se está tratando de recuperar eso, sobre todo enfrentar la degradación del suelo y por otro lado el agua,
no sé, creo que tengo menos tiempo ya. Sí, Ya, sí, perdón. y Tomás, puedes seguir porque vas a hablarnos de ejemplo que trabajamos en Francia. Donc je vais laisser la parole à Thomas Borel, que je vais laisser se présenter, et qui travaille justement sur les questions d'autonomie des exploitations, je te laisse faire, hein, c'est plus simple, je ne vais pas dire à ta place ce que tu as à dire. Combien de temps Tu as 5-6 minutes. Et après on gardera du temps d'échange. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà pour me présenter, moi je travaille dans une structure qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui est une structure nationale française qui ne travaille qu'en France, une coopérative qui est basée pas très loin d'ici, à une trentaine de kilomètres de Grenoble, et qui est sur la question finalement des innovations paysannes. C'est-à-dire que Valerio parlait à l'instant de techniques paysannes utilisées et a utilisé le terme de méthode traditionnelle qu'on comprend assez bien quand il est question de paysannerie ailleurs dans le monde, mais tout de suite quand en France on évoque ce terme-là, bizarrement ça évoque des questions un peu d'archaïsme, de refus de la modernité, etc. Et pourtant, c'est bien la même chose, c'est exactement la même chose, c'est que les paysans et les paysannes innovent et de tout temps ont eu des innovations. Et c'est de ça dont parlait aussi Valerio. Donc on aurait pu parler des innovations paysannes plutôt que des méthodes traditionnelles. Et l'atelier paysan est né il y a une dizaine d'années, finalement, de cette idée que des paysans autoconstruisent des outils qui correspondent à leur modèle agronomique, pour finalement travailler selon le projet agronomique qu'ils ont, plutôt que de chercher à adapter un modèle agronomique aux outils du marché. Et donc l'atelier paysan accompagne à la fois un processus de recherche participative ascendante, on accompagne des communautés, des groupes de paysannes et de paysans qui font face à une problématique donnée et qui veulent mettre au point un certain type d'outils. Mais aussi on forme tout un travail de formation à la fois au travail du métal ou aussi à l'autoconstruction de petits bâtiments d'élevage en bois et à la lecture de plans, puisque tout ce que nous développons avec eux est mis en ligne sur un site internet avec des plans libres d'accès, et que l'idée est de mettre en circulation des savoirs. Nous sommes des colporteurs d'un savoir paysan, et d'un savoir paysan qui s'enrichit, qui continue de s'enrichir, d'un savoir et d'un savoir-faire. Donc c'est le cœur de métier de l'atelier paysan qui finalement revient aussi, pour faire le lien avec la question de l'autonomie qu'évoquait Lilian, à travailler cette question de l'autonomie, mais pas une autonomie refermée sur soi, sur sa ferme, mais bien une autonomie qui repose sur le groupe, sur la coopération, sur le collectif, c'est-à-dire sur des communautés de paysannes et de paysans qui mettent en partage ces savoirs et ces savoir-faire et qui se regroupent pour avancer face à des problématiques communes. Il y a évidemment un intérêt économique, c'est que l'autoconstruction de matériel revient bien moins cher que l'achat de matériel dans le commerce, que savoir entretenir son matériel, le réparer revient bien moins cher aussi, et puis aussi une question de savoir faire évoluer au fur et à mesure de l'évolution de son projet sur sa ferme son matériel. Nous avons des matériels qui sont finalement des matériels vivants et qui évoluent au fur et à mesure aussi des échanges entre paysans et paysannes. Et il y a une dimension derrière écologique, puisque nous inscrivons ça dans un projet qui est pour nous un projet politique, qui est celui de l'agroécologie paysanne. Donc d'une agroécologie au sens de pratiques agronomiques qui effectivement respectent l'environnement et les humains là où c'est développé, mais aussi plus loin. C'est-à-dire que les questions dont on parlait, Méthode et Valerio, ont un lien direct avec l'agriculture industrielle chez nous. Quand on nous parle des compagnies minières,
en Afrique du Sud, ou au Mozambique, ou au Zimbabwe. On pourrait parler aussi de l'exploitation des énergies fossiles. Eh ben, c'est autant de matériaux et d'énergie qui vont être nécessaires pour l'agriculture que nous qualifions d'agriculture industrielle, le modèle dominant qui s'est développé au travers de ce qu'on a appelé la modernisation agricole et qui est une industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation, et qui dépend massivement d'une énergie et de ressources finalement extraites à l'autre bout du monde. Puis en plus, en tant que Français, ça nous concerne doublement parce que, par exemple, au Mozambique, qui extrait du gaz? Il y a le groupe Total qui, également dans cette région du globe, procède à l'éviction de dizaines de milliers de paysans et de paysannes pour exploiter du pétrole et faire passer un oléoduc géant depuis l'Ouganda jusqu'à la Tanzanie. Il y a aussi le groupe Total avec un projet qui s'appelle ICOP, auquel je vous invite à vous intéresser. Donc ces questions sont évidemment liées. Et pour nous, l'idée de développer ces pratiques dans la coopération ici revient à accompagner, et surtout pas faire à la place d'eux, accompagner des processus finalement des solutions d'avenir, on le voit bien, mais qui nécessitent, et je le développerai plus tard aussi, de faire le lien avec la question des circuits de distribution et d'alimentation, sur laquelle je crois qu'il y aura un élément du débat plus tard. Ça sera la troisième partie de notre échange. Même principe. Avez-vous des questions à poser à Valerio Thomas et puis au-delà, tout le monde s'autorise à répondre, et si vous avez des réponses à formuler depuis la salle aussi, tout est ouvert, le principe d'échange est ouvert. Donc est-ce qu'il y a, je vous en prie, la Tunisie c'est très bien, et d'autres questions aussi? Je vais parler en français cette fois. My French is a little bit poor compared to the English, mais je vais parler en français en tout cas. En fait, on travaille sur ces questions dans l'Observatoire tunisien de l'économie, c'est pour ça que c'est tellement très intéressant. En Tunisie, on a un problème d'utilisation excessive des pesticides et qui a impacté le sol, évidemment, et des grains importés qui ne sont pas adaptés au climat et au sol. En fait, on a des initiatives qui ont essayé d'utiliser des engrais biologiques et des grains locaux. Mais le problème qui s'était posé, c'est qu'on a eu un problème avec le ministère d'Agriculture qui a questionné ces méthodes et qui a questionné les sources des grains. Donc, est-ce que vous avez des problèmes pareils? Comment vous arrivez à... Le lobby des semenciers c'est exactement est ça. Extrêmement puissant à l'échelle planétaire. Et la question notamment des brevets déposés sur les semences est une véritable problématique à laquelle sont confrontés beaucoup de paysans dans le monde. Avant de... Oui. Alors, j'ai pas vu. Hop, voilà. Allez-y. Comment valoriser l'entraide et la coopération entre des paysans, des agricultrices, des agriculteurs, alors que le modèle industriel peut favoriser la compétition entre ces personnes? Puis justement, au niveau long terme, comment est-ce que vous pensez justement ne plus intervenir pour que la coopération se fasse elle-même? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, là-bas au fond. On te fait traverser tout l'amphithéâtre. Bonjour, moi c'est Issa de la Mauritanie. Je vais peut-être vous partager une petite expérience par rapport à ce qu'on a eu à faire en Mauritanie. Je viens d'une organisation qui s'appelle Citoyennes Debout. Et on travaille beaucoup sur la question de la sécurité alimentaire en Mauritanie. Et nous avons récemment développé un projet avec des jeunes sur l'agroécologie.
Et l'idée, c'est de travailler un peu sur la chaîne de valeur des produits maraîchers. Et on a développé un circuit court pour travailler sur le compostage. En tout cas pour la production des produits liés à l'agroécologie. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on avait utilisé, on a mis 2 espaces de production, un espace pour des productions agricoles et un espace pour des productions avicoles. Et donc nous utilisons les déchets des produits avicoles pour faire un peu les pesticides, les transformer en pesticides et en compostage. Et nous avons remarqué que le sol répondait parfaitement à cette transformation. Et c'est pourquoi je voudrais le partager avec vous. Et scientifiquement, nous n'avons pas développé une recherche là-dessus, mais nous avons compris quand même qu'il faut utiliser des produits bio pour que le sol puisse répondre réellement. Et nous avons l'une des meilleures productions et des meilleures qualités à Nouakchott. Donc aujourd'hui, nous avons 4 GIE qui travaillent sur ces questions. Et chaque GIE a ses doubles espaces et produit effectivement quelque chose de sûr, de sain pour la population. Et ils en font aujourd'hui leur profit. Alors, nous l'avons intégré dans un cadre d'économie sociale et solidaire. Et ça se développe pas mal. Les jeunes ont de l'emploi à travers ces productions. Et on gagne aussi en expérience et en traitement de sol par rapport à cette activité. Ouais. Donc, c'est là même de l'économie sociale et solidaire, on peut même presque parler d'économie circulaire. Hein, tout à fait. Vous réutilisez les déchets d'une production pour la fertilisation d'une autre. Tout à fait. Une dernière question là, et puis on va passer aux réponses, parce qu'après on n'aura pas le temps sinon de développer. Je suis désolé, mais c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais c'est que derrière, il y a tout un programme sur toute la journée. Si on prend un décalage dès la première table ronde du matin, ça va pas être possible. Bonjour, moi c'est Ludovic Saodogo du Burkina Faso. Dans des forums, et dans des sommets internationaux, bien souvent dans des applications, on voit souvent que la production de bétail contribue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Mais prenons par exemple un fermier qui depuis 500 ans, de génération en génération, sa famille produit ça, du bétail, bien avant les émissions que nous connaissons. Et du coup, on dit au monsieur, vous ne pouvez plus faire votre culture. Alors que dans certains domaines, les émissions continuent d'augmenter, mais on n'est pas criard sur ce volet-là. On préfère attaquer ces faibles fermiers. Et pour remplacer cette viande ou bien cette nourriture, par quoi? Actuellement, il y a des scientifiques qui sont dans des laboratoires, je ne dirais pas où, mais qui sont en train d'expérimenter des viandes et des nourritures, je ne sais pas, qui sont contrôlées par des organisations. On ne sait pas la qualité de ces nourritures-là et qui aura ce monopole-là. Donc, est-ce qu'on peut parler de justice climatique dans ce volet-là? Tout à fait. Okay. Deuxièmement, oui, pardon. Deuxièmement, en 2050, c'est vrai qu'actuellement, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Et d'ici 2050, ça va augmenter encore. Comment on peut faire une agriculture, une alimentation durable dans les villes? Merci. Des questions différentes. Hein. On part de l'enjeu des semences. Là, on va au-delà. Après, on passe par l'économie circulaire et la réutilisation, le rééquilibrage en fait entre les différentes formes de production. Et on voit bien que
la question de la spécialisation et des monocultures qu'évoquait Valerio est un vrai problème dans ces principes de fertilisation croisée. Et puis on termine sur la viande de synthèse et la place des éleveurs dans un territoire, sachant que on sait très bien que les productions les plus émettrices de gaz à effet de serre sont probablement pas celles des éleveurs du Burkina Faso en extensif, et plus celles des fermes de 1000 vaches dans nos territoires à nous. Des éléments de réponse chez Valerio, Thomas? Ya. Valerio, je t'en prie. Sí, muchas gracias. Quería hacer un comentario sobre esta cuestión de los agrotóxicos. Aquí hay un gran dilema, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Perú, hay uso de agrotóxicos, por ejemplo, en algunos productos que se han ido exportando más recientemente. Palta a España ha sido rechazado. Quinoa para Estados Unidos ha sido rechazado porque han encontrado trazos de agrotóxicos. Entonces la gran pregunta es, ¿quiénes son los que están produciendo los agrotóxicos? Y ya sabemos de que hay una lista de agrotóxicos que no debieran usarse, es decir, están prohibidos. Sin embargo, estos agrotóxicos siguen llegando a los países del sur. Entonces, creo que necesitamos ahí trabajar de manera más concertada a nivel global sobre la cuestión esta de los agrotóxicos y lo propio de las semillas transgénicas. Hay presiones fuertes de las grandes corporaciones para ingresar agrotóxicos, mejor dicho, semillas transgénicas. En Bolivia ya está ingresando de manera furtiva. En Perú hay una moratoria, pero hay una fuerte presión. Entonces, ese es creo que el tema que en realidad no compete solamente a los países del sur, sino también del norte. Otro elemento que quería mencionar era en relación a esta cuestión de la seguridad, pero yo prefiero el concepto de la soberanía alimentaria, porque creo que eso nos define mejor nuestras posibilidades y oportunidades de trabajar en cada territorio. Me refiero a los territorios del globo, del mundo. ¿Por qué traer quinoa pasando por una serie de certificaciones desde Ecuador hasta Francia? Les cuento una anécdota. En el 2013-15, la FAO declaró embajadora de la quinoa a la esposa del presidente del Perú de aquella época. Y al día siguiente la quinoa en el Perú llegó a costar 19 soles el kilo. Eso implica como 4,5 euros más o menos. Entonces hay una serie de desequilibrios que se provocan también por esta cuestión, por estas medidas que se van desarrollando desde las grandes corporaciones. Gracias. Thomas. Oui, merci. Réaction. Bon, juste un mot sur la production de viande de synthèse. Oui, ça existe déjà, y compris en France. Ça s'appelle les Nouveaux Fermiers. Et c'est une start-up qui a été fondée, dans laquelle notamment Xavier Niel, le patron de Free, a mis un joli pactole. Donc tout à fait, la viande de synthèse existe. Après, sur l'élevage, Lilian a déjà expliqué quels sont le type d'élevage responsable des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, l'exemple que vous citez, Issa, en Mauritanie, oui, montre, peut-être que je ne l'ai pas assez dit tout à l'heure, mais c'était déjà dit aussi autour de la table, que toutes ces solutions, ces innovations paysannes, toutes ces solutions agroécologiques fonctionnent, ça marche. Tout ça, ça marche et on le sait depuis longtemps. Ce qui arrive à la question que vous soulevez au sujet de la Tunisie, face aux lobbies auxquels on s'affronte, nous on parle d'un complexe agro-industriel finalement qui existe en France mais qui existe bien au-delà.
donc complexe agro-industriel dans lequel on retrouve ces lobbies, mais on retrouve aussi l'État français, on retrouve le syndicat majoritaire en France agricole qui promeut une certaine agriculture, qui est une agriculture basée sur la chimie et sur les engrais de synthèse, et qui, au passage, détourne le concept de souveraineté alimentaire, puisqu'il le reprend à son compte, tout en maintenant en fait une agriculture d'exportation qui écrase le reste des agricultures dans le monde. On exporte, en France, on est excédentaire en céréales depuis le début des années 50, donc c'est vous dire que ce n'est pas une question qui est tout à fait nouvelle. Et donc tout ça, en allant, et donc plus précisément sur la question des semences, en France, je vous renvoie au réseau Semences Paysannes, qui est un réseau qui justement essaye de promouvoir les semences paysannes avec des variétés population adaptées au contexte pédoclimatique, etc. Et plutôt qui s'affrontent avec le lobby semencier et avec un cadre légal en France qui n'est pas celui des brevets, mais qui est un peu spécifique. Je ne vais pas développer sur le catalogue maintenant, mais on peut en parler à la pause si vous voulez. Et puis, je voudrais revenir sur la question centrale que vous avez posée, qui est la question finalement de l'entraide et de la coopération face à ce modèle agro-industriel qui progresse, et est-ce qu'on pense un jour ne plus intervenir? Et en fait, c'est le cœur du problème, c'est que toutes ces alternatives, elles marchent. On a l'impression, de là où on est aussi dans nos réseaux, dans un certain milieu sociologique, où on voit qu'il y a de plus en plus d'AMAP, de plus en plus de circuits courts, de marchés de producteurs, et on est en prise avec cette impression qu'il y a des progrès sur ces questions-là. Mais dans le même temps, on a les résultats du recensement agricole, on a perdu encore 100 000 fermes en France, enfin 100 000 paysans, pardon, en France en 10 ans. On a une concentration foncière qui continue, et finalement, on voit bien que nos alternatives qui fonctionnent sont en train de perdre une bataille, et que la bataille, elle est à mener en s'appuyant sur ces alternatives qui sont indispensables, mais pour mener une bataille politique pour essayer de changer les règles. Sans ça, on n'y arrivera pas, et peut-être que j'y reviendrai après, parce que je vois Lilian qui s'agite, mais c'est effectivement un certain nombre de verrous sur lesquels nous, on insiste beaucoup à l'atelier paysan. Au-delà de notre activité historique que j'ai développée tout à l'heure, on prend appui pour essayer de créer du rapport de force, on prend appui sur ces alternatives. Je m'agite à double titre, déjà parce que je me retiens de ne pas intervenir aussi. Voilà, c'est compliqué quand même. Non, je vais rester dans mon rôle d'animateur. Et puis la deuxième chose, c'est que ça me permet de faire la liaison avec la troisième partie de notre matinée, sur le rôle des consommateurs et des habitants que nous sommes. Parce que ces alternatives, elles existent, on les connaît, elles fonctionnent. En termes de prix, on n'a pas parlé de prix jusqu'à maintenant, mais elles peuvent être aussi efficaces économiquement. Et il y a une partie, pour moi, de faux débats autour du prix des produits issus de l'agroécologie. On peut avoir des prix corrects au niveau de l'agroécologie. Et puis aussi le rôle et la question de l'autonomie des gens à produire parfois aussi eux-mêmes ce qu'ils consomment. Et là-dessus, je voulais me tourner vers les jardins, donc Solidarité sans frontières, Jardins sans frontières, pardon, qui travaillent sur l'agglomération grenobloise, sur ces questions de mobilisation des citoyens, d'où qu'ils viennent. Et c'est l'intérêt de ce travail-là. Je vais vous laisser la parole. Merci. Donc nous sommes un Jardin sans frontières, nous sommes grenoblois. Alors nous sommes plus modestes, et enfin j'ai envie d'être modeste par rapport au... Pour nous, ça a été relativement facile et confortable de monter ce qu'on a fait. C'est une association, on ne parle pas des paysans du Pérou, d'Afrique ou de France, hein, avec leurs difficultés qui souvent sont grandes. Alors on vient à deux, on est toujours à deux, donc migrants et donc Dadi qui est originaire de la RDC et moi, Christophe, donc autochtone. On a un président migrant, un président autochtone, on a un secrétaire migrant, un secrétaire autochtone, etc., trésorier, donc on vient toujours à deux. Donc en fait, nous, on est un peu des consommateurs urbains qui veulent devenir un petit peu paysans.
effectivement, et l'idée c'est effectivement de mieux comprendre l'agriculture, les enjeux de l'agriculture et l'alimentation, et d'avoir un autre rapport à la nature. Mais ce n'était pas l'enjeu premier, c'est-à-dire que, bon, je crois qu'on est un jardin, c'est relativement modeste, hein, on a 2500 mètres carrés, c'est déjà pas mal. Mais on est peut-être une partie d'un mouvement que vous connaissez tous sans doute de jardins qui se créent un peu partout, avec quand même quelques spécificités, c'est-à-dire que dès le départ, il y avait un projet qui était collectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parcelle individuelle, dédié aux migrants, donc c'est ouvert aux migrants en termes pour avoir un lieu d'accueil, de convivialité, où des migrants donc sans papier puissent s'occuper utilement et également se nourrir avec des produits frais en complément de ce qu'ils peuvent avoir éventuellement dans certains cas par la banque alimentaire, etc. Donc ça, les migrants, le collectif, et puis l'idée qu'on n'autoconsomme finalement qu'une fraction de ce qu'on produit et tout le reste est distribué à des associations d'entraide type le Secours catholique, type la Pardab, type les brigades de solidarité populaire, etc., etc. Donc, distribué évidemment gratuitement. Donc, ce qu'il faut retenir, et après je donnerai la parole à Dadi, mais finalement c'est aussi, l'idée c'est de donner une visibilité à des formes de production directe, hein. Donc Thomas parlait d'expérience, on est peut-être une expérience qui peut donner des idées à d'autres personnes et sur lesquelles on peut construire et aller plus loin, hein. Il se trouve que le jardin il est situé entre une rue et puis une piste cyclable très fréquentée qui va vers le campus, voilà. Donc les gens nous voient, ils voient cette convivialité qui est établie avec les migrants, ils voient que ça se passe bien. On cultive mais aussi on mange, on a des apéros, etc. Voilà. Et puis c'est aussi un exemple d'agroécologie urbaine bien visible par tout le monde. Voilà. Merci. C'est Dadi, comme a souligné Christophe, migrant, volontaire au Jardin sans frontières. Je viens de la RDC. En fait, je vais témoigner de ce que nous, migrants, nous vivons au sein du Jardin sans frontières. Il a presque tout dit, la convivialité, elle est là. Et c'est un endroit où on se sent beaucoup plus à l'aise parce qu'il n'y a quasiment pas de rapport de force. C'est-à-dire, on se donne des idées, les migrants viennent avec leur énergie et en retour, ils apprennent beaucoup de techniques de jardinage que moi, par exemple, personnellement, je ne connaissais pas quand je suis venu de chez moi en RDC. La grelinette, cet outil, je ne la connaissais pas. Et pourtant, c'est un instrument qui respecte la terre. Et je pense qu'aujourd'hui, une fois retourné chez moi, j'apporterai cette expérience pour... Ah oui, et il n'y a pas que ça, il y a des techniques comme du compostage. Je ne connaissais pas avant, j'ai appris cela au Jardin sans frontières. Mais au-delà de tout, on a parlé de problèmes de semences, de problèmes de terre. J'ai apporté des graines. En tout cas, je n'ai pas posé des questions. Ici, il y avait des réglementations là-dessus. J'ai apporté mes graines de légumes. Je les plantées au sein du Jardin sans frontières et j'ai eu un résultat positif. C'est-à-dire, je peux me nourrir des légumes de chez moi. Ceux qui vont visiter le Jardin sans frontières pourront voir, il y a les bitékou-tékou, la marante, il y a les bilolos, je ne connais pas un autre nom du bilolo. Il y a les ngaï-ngaï, il y a le gombo qu'on a planté là, et ça donne vraiment l'image d'un jardin sans frontières. Aussi, pour terminer, je dirais qu'il y a de jeunes migrants qui arrivent et qu'on encadre et qui se retrouvent dans ça. Parce que quand vous mangez bien, vous vous sentez joyeux. Merci. Merci, Dadi. On pourra visiter le jardin cet après-midi. Il y a un atelier à 15h et l'idée, c'est d'aller là-bas justement et de voir si vous le souhaitez. Il y a pas mal d'initiatives sur l'agglomération grenobloise autour de ça. Il y a un Prodet qui travaille sur l'haricot gombo. Et puis dans les jardins collectifs, il y a aussi une place qui est faite
pour ouvrir aux migrants, mais pas que, hein, aussi à tout type de population, parce que ce qui est intéressant, et on le voit beaucoup dans les jardins collectifs, c'est le mélange qu'il peut y avoir, et ce mélange, il est toujours source de richesse. Là-dessus, la métropole a mis en place un appel à projet, hein, qui accompagne les jardins collectifs. On a aidé le 60e jardin. On a mis en place le dispositif en 2016 et on en est au 60e jardin créé ou aidé au développement sur l'agglomération. Donc c'est plus anecdotique quand on a 60 fois 1000, 2000, 3000, 5000 mètres carrés. Ça commence à ressembler à quelque chose. Cyril, je te laisse la parole justement pour évoquer ces questions aussi de relocalisation de l'alimentation et de la problématique de comment entre ville et campagne on peut trouver aussi les équilibres pour créer des réseaux locaux et des filières territoriales aussi versus les filières internationales d'alimentation de nos territoires. Oui, merci Lilian. J'aborderai peut-être cette question-là par la question de la coopération, puisque tout à l'heure, je vous expliquais que sur la métropole, nous protégeons les terres à l'échelle des 49 communes métropolitaines. Mais pour intervenir sur notre alimentation, pour amener une meilleure alimentation dans nos assiettes, donc une alimentation plus environnementale, mais aussi plus locale, produite en proximité, on élargit notre périmètre d'intervention aux territoires voisins qui sont parfois producteurs, plus producteurs que les centres urbains qui le sont un petit peu moins, pour pouvoir travailler sur une souveraineté ou une autonomie alimentaire par rapport à des productions complémentaires d'un territoire à un autre. Sur cette échelle élargie, on a également une gouvernance élargie et ça nous permet de travailler sur un meilleur approvisionnement, par exemple sur les cantines, sur la restauration hors domicile et notamment sur la cantine scolaire, mais aussi les cantines des crèches. Sur la métropole, il y a 30 000 repas qui sont produits, un peu plus à l'échelle extérieure. Et nous structurons les filières pour permettre d'avoir des approvisionnements de qualité à ces niveaux-là. Donc, nous soutenons aussi et nous déployons des outils structurants publics comme le marché d'intérêt national, donc le marché de grossistes, qui permet de redistribuer sur le territoire les fruits et légumes, mais aussi des produits locaux à travers l'ensemble de nos territoires, mais également des outils comme une légumerie qui permet à des petites exploitations de revendre à une légumerie leurs légumes et fruits produits localement et de pouvoir les revendre à nouveau aux restaurants classiques ou alors aux restaurants scolaires ou de crèches ou également aux restaurants hospitaliers. Voilà un petit peu on a également parmi nos outils publics un abattoir qui permet, ça me fait penser à l'intervention de monsieur tout à l'heure, hein, qui expliquait l'élevage. Donc, sur la métropole, nous avons des montagnes qui nous permettent d'avoir des activités pastorales avec des modes de production d'élevage qui sont très respectueux de la nature et qui permettent, enfin des prairies, hein, qui permettent de stocker le carbone et de renouveler. Donc un système plutôt vertueux et tant mieux pour nous. Donc l'idéal, c'est de manger moins de viande, mais c'est de manger une meilleure viande et plutôt une viande produite localement. Donc c'est important. Voilà. Est-ce que j'ai oublié de préciser quelque chose, Lilian ou Non, mais de toute façon, enfin, dans la discussion et dans l'échange, tu auras l'occasion éventuellement de compléter sur les différents aspects. Thomas, je crois que tu voulais réagir sur
cette question de relocalisation et d'accès aussi pour tous à une alimentation de qualité et le travail que vous pouvez faire avec les agriculteurs et les ateliers paysans. Oui, merci. Effectivement, et là je ne vais pas parler que de l'atelier paysan pour le coup. L'atelier paysan, nous on développe tout ce dont j'ai parlé avant, que ce soit et toute la réflexion qui va avec, mais on s'inscrit dans un collectif national là qui défend une idée qui est celle de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire faire du neuf avec du vieux, avec une vieille idée, celle de la sécurité sociale de la santé, qui a été mise en place à l'après-guerre, qui a été un peu dévoyée à partir des années 60, qui n'est plus vraiment dans le même fonctionnement que juste à l'après-guerre, mais ça, je pense qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans ce niveau de détail. Mais juste, le point de départ de ça, c'est de se dire qu'en dépit... voilà, de ce dont on parlait, que ce soit les techniques agronomiques qui fonctionnent, que ce soit les initiatives qui sont mises en place, y compris avec le soutien indispensable encore des collectivités qui cherchent à créer des circuits de distribution, à relocaliser finalement et à reterritorialiser l'alimentation. De la même manière que je disais tout à l'heure qu'on perd du terrain, là aussi, il nous semble qu'on perd du terrain. On a aujourd'hui en France 5 à 7 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire, c'est-à-dire un Français ou une Française sur 10. C'est énorme, c'est monstrueux. Il faut prendre conscience de ça. Et évidemment, avec la pandémie et les conséquences économiques qui s'en sont déjà suivies et qui vont se suivre, ça ne peut que s'aggraver. On a une aide alimentaire qui représente aujourd'hui 1,5 milliard d'euros si on compte tout dedans par an, c'est-à-dire y compris le travail des bénévoles, y compris par exemple quand vous fournissez cette aide alimentaire à partir des Jardins sans frontières, mais en gros on a quasiment un demi-milliard d'aides publiques, d'argent public qui passe dans cette aide alimentaire. L'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, et pour finir le constat, aussi une étude récente qui m'a marqué à Lyon, sur la métropole de Lyon. J'ignore si de tels chiffres existent sur la métropole de Grenoble. Sur la métropole de Lyon, il y a eu une étude en 2018 qui montre que 30% des gens souffrent de précarité alimentaire et 15% ne mangent pas à leur faim. 15% sur la métropole. Donc évidemment, les quartiers populaires urbains sont plus touchés encore. Et face à ça, l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de dire que comme on n'arrive pas à toucher les personnes les plus fragiles économiquement et socialement avec toutes ces démarches qui, encore une fois, sont indispensables, il ne s'agit pas de les opposer, l'idée est de franchir un cap en mettant en place, de la même manière qu'on a mis en place la sécurité sociale de la santé à l'après-guerre, un système de mise à disposition d'un avoir, mais qui n'a rien à voir avec le chèque alimentaire que défend aujourd'hui, que va mettre en place le gouvernement et qui va coûter 1 milliard de plus par an au passage. Un système d'avoir reposant sur des cotisations, comme les cotisations de santé, et permettant finalement d'acheter des produits qui sont conventionnés, avec des caisses territorialisées qui fonctionneraient de manière démocratique, des représentants des producteurs, des représentants des consommateurs, tirés au sort. Le tirage au sort, on a vu avec la Convention citoyenne sur le climat que ça peut produire de belles choses et des débats très riches, et pour permettre finalement d'élargir considérablement cet accès à une alimentation choisie, pour revenir à la question de la souveraineté alimentaire et de l'idée indispensable du choix de l'alimentation. Et ça, je vous renvoie, parce que je n'aurai pas le temps, je pense, de développer davantage. J'ai amené avec moi un petit peu de documentation des choses de l'atelier paysan, sur tout ce dont je vous ai parlé avant, un livre, Reprendre la terre aux machines, qu'on a publié, ce livre aussi, Observations sur les technologies agricoles, qu'on a publié. Mais là, ce dont je parle, c'est une petite BD qui coûte que 2 €, qui développe ce truc sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc, si vous voulez en savoir plus, venez me voir à la fin. Merci Thomas. On se prend 2-3 questions. Il y en a 3 au même endroit, donc c'est parfait. Puis il y en a une encore là-haut. 1, 2, c'est bon. Oui, j'ai alors eu 2 questions qui peut-être, merci déjà, pourraient plus être dédiées à Madame Cyril Pléné.
Juste, on s'aperçoit, mais à tout le monde aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, avec le Covid aussi, il y a un impact. Alors, je vais parler en France, mais parce que je ne sais pas où est la situation du Covid dans d'autres pays du monde. Mais ça pourrait être intéressant aussi d'avoir un regard. On s'aperçoit en France que le Covid a changé aussi les pratiques alimentaires et qu'il y a vraiment... Il y a plus que jamais aujourd'hui un besoin sur les circuits courts, les marchés paysans. Alors je ne sais pas, on en est qu'au début peut-être de l'impact et on ne sait pas où ça va venir, enfin où ça va aller. Mais il y a certains paysans, paysannes qui ont de plus en plus de mal à écouler là, ou qui ont du mal à aller au marché. Donc je me demandais si il y avait une conscience de ça à la métropole de Grenoble avec un travail qui pouvait s'effectuer. Et puis après, un peu de façon provocante, alors vous m'excuserez, je vais dire d'où je parle. Hein. Je suis petite fille, arrière-petite-fille, alors dans l'Hérault, le Gard, l'Aveyron, de paysans de père en fille. La dernière génération, c'est ma mère. Et du coup, c'est vrai que moi, je pense fortement que pour un des enjeux vers une agriculture et une alimentation juste et viable, c'est la reconnaissance aujourd'hui de la place et du rôle des femmes dans cette économie dans le monde. Et je suis assez surprise qu'il n'y ait aucune intervention sur le sujet. Pour la première raison, c'est qu'elles ont une place très importante dans les pays en développement, je vais utiliser le terme comme ça, dans l'économie rurale et familiale. Et en France, force est de constater que même aujourd'hui, on est quand même dans... Alors vous avez parlé de la SAFER, on pourrait parler des chambres d'agriculture, on pourrait parler des syndicats. On est dans des systèmes patriarcaux où la femme, en fait, a peu de place dans les lieux décisionnaires. Ça ne veut pas dire... Et au contraire, aujourd'hui, le paysage agricole français, il change. Il y a beaucoup de femmes qui s'installent... qui font des formations, qui s'installent en agriculture, qui sont des hors-cadres, alors avec des difficultés de plus en plus prégnantes d'accès au foncier, même parfois des mères célibataires. Donc je me dis qu'il y a aussi ce travail à faire et à prendre en considération dans des systèmes aujourd'hui, un système français qui est vraiment patriarcal. Je le dis parce que par exemple sur les congés maternité, la reconnaissance comme ça, on a une loi qui est apparue qu'en 2019 pour que les femmes en agriculture aient les mêmes droits en termes de congé maternité, de congé parental que les femmes en France et dans d'autres domaines d'activité. Donc, comment travailler sur cette logique des droits et de la place de la femme dans ces systèmes patriarcaux ? Je pense que c'est Cyril qui vous a suggéré la question. Alors, merci beaucoup de poser cette question, puisque effectivement, Lilian peut en témoigner, c'est quelque chose que j'aimerais porter fortement, la place de la femme dans l'agriculture. Il y a déjà des évolutions, puisque sur la métropole, 25% des agricultrices sont déjà des femmes. Donc, on a une augmentation de la proportion des femmes dans le secteur, avec une transformation des exploitations. Mais effectivement, il y a du travail à faire sur la condition de la femme dans l'exploitation. Et voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse utiliser ces mois qui viennent et ces années qui viennent à construire une vraie politique en faveur de la place des femmes au sein de l'agriculture. Donc de ce côté-là, pas de souci. Alors, je vais répondre aussi sur le Covid. C'est vrai que le Covid a mis en lumière peut-être d'une façon importante ce qu'on pressentait auparavant, le besoin d'avoir des productions locales, d'améliorer nos productions locales, mais aussi d'améliorer nos filières d'approvisionnement, de maintenir des lieux de commercialisation, de proximité, de permettre aussi aux personnes de s'alimenter à travers de l'autoproduction, on en parlait tout à l'heure, ou de jardins collectifs. Le Covid nous a montré les fragilités qu'on pouvait rencontrer en cas de crise. Donc là, ça a été une crise liée à la santé, mais on pourrait être en difficulté d'approvisionnement et parfois pas sur des secteurs auxquels on penserait. Par exemple, pendant la crise du Covid, un des secteurs, une des choses qui nous manquait, c'était des emballages, par exemple, pour emballer les produits et pouvoir les commercialiser.
Mais nous avons, nous, sur notre territoire, un écosystème déjà existant qui nous a permis, à travers le marché d'intérêt national dont je parlais tout à l'heure, mais également le pôle agroalimentaire, hein, qui est une association territoriale que nous travaillons en partenariat avec le département et d'autres partenaires. Nous avons pu déjà permettre aux agriculteurs de trouver des débouchés pour vendre leurs marchandises et donc aux consommateurs de pouvoir accéder à ces marchandises. Mais oui, ça a révélé notre besoin de reterritorialiser notre production agricole et de sécuriser nos approvisionnements et notre réseau de distribution. Voilà. Donc heureusement que les producteurs ne sont pas venus avec des tomates, parce que sinon je pense que j'en aurais pris une salve sur la tête, parce que je vais avoir un rôle très désagréable qui est d'être celui qui va tous vous frustrer du débat, mais sauf que on m'avait dit il faut clore, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, à 11h, il est 11h. Ce que je vous invite en fait, c'est de continuer les échanges, peut-être un peu dehors, etc. Merci à tous et merci particulièrement à Méthode et Valério qui sont venus de loin pour échanger avec nous. Désolé de ce format un peu brutal, mais voilà, on fait comme on peut.